participation à ce congrès. Je remercie particulièrement le professeur Djidjik et le professeur Emnaout. C'est un honneur pour moi de pouvoir présenter au congrès de l'Académie algérienne d'immunologie clinique. Alors, je suis médecin hospitalière aux Hospices civils de Lyon, dans le service de pneumologie du professeur Devoissou. Et je suis très contente de pouvoir présenter ce jour. Tout d'abord, ma présentation s'intitule Asthme, aspirine et anti-inflammatoire, de la prise en charge thérapeutique. Pendant cette présentation, nous allons rappeler les définitions, les fins physiopathologiques, puis le choix des anti-inflammatoires que nous pouvons donner chez les patients en maladie de Fernand-Vidal. Et enfin, nous allons vraiment nous axer sur les perspectives 2024, notamment aux recommandations de la WORLD, qui est l'Organisation allergologique mondiale. Puisque le thème de ce congrès est l'allergologie au fil du temps, il m'était indispensable de revoir l'historique des patients en maladie de Fernand-Vidal. Donc, tout d'abord, l'aspirine date de la nuit des temps avec l'utilisation des feuilles de sol, arbres à base d'acétylsalicylique contre la fièvre et les douleurs. Puis, découverte du premier cas d'asthme induit à l'aspirine par Vidal associé à une polypose nasosinusienne. C'est en 1971 que John Vann a reçu le prix Nobel pour la découverte du mécanisme d'action de l'aspirine et l'a rejoint par la suite 4 années plus tard aux anti-inflammatoires. Vous observez que ce n'est qu'en 2011 que le groupe de l'IACI, donc le groupe de Landa, structure la prise en charge pour les anti-inflammatoires. Et la question est, en 2024, où est-ce que nous en sommes ? Tout d'abord, revenons aux bases pour savoir d'où nous partons. Donc, le syndrome de Fernand-Vidal, encore appelé Aspirin Exacerbated Respiritidiasis ou Inside Exacerbated Respiritidiasis, repose sur la triade classique d'une polypose nasosinusienne, d'un asthme et d'une hypersensibilité aspirine anti-inflammatoire. Le syndrome de Fernand-Vidal s'installe dans un phénotype particulier avec un asthme d'apparition tardive entre 40 et 50 ans, typiquement autour de la trentaine, de phénotype T2 high éosinophilique. L'asthme est associé à la sévérité puisque 25% des cas d'asthme aigu grave ventilé ont une intolérance à l'aspirine. Il est également associé à la gravité des exacerbations. L'endotype est mal connu ou partiellement connu avec une inflammation supposée chronique des muqueuses respiratoires et d'une éosinophilie sanguine et tissulaire. Donc voici où se retrouve parmi les phénotypes la maladie de Fernand-Vidal. L'évolution de l'hypersensibilité aux anti-inflammatoires aborde vraiment une évolution particulière, mais n'est pas systématique. Ce qui est décrit dans la littérature, c'est d'abord l'apparition d'une rhinosinusite isolée, obstructive, sécrétante, de physiopathologie non élucidée. Puis apparaît quelques années après un asthme volontiers cortico-dépendant, sévère. Enfin s'installe l'hypersensibilité aux anti-inflammatoires, qui est décrit avec un écoulement nasal, obstruction nasale, bronchospasme après la prise d'anti-inflammatoires et qui évolue vraiment bien en dehors de toute prise médicamenteuse. Et enfin s'installe la polypose nasosinusienne qui marque le syndrome de Fernand-Vidal. Au moment du diagnostic, à noter que 50% des asthmes induits à l'aspirine sont persistants sévères. Et à ce stade-là, nous discutons également des biothérapies qui peuvent être chez ce phénotype de patient le dupilumab ou le mépolizumab. La prévalence globale de l'hypersensibilité aux anti-inflammatoires est extrêmement variante, variant de 0,6 à 5,7% en fonction de la population générale. Vous observez sur ce diagramme que les anti-inflammatoires représentent au deuxième rang, juste après les antibiotiques, et deuxième rang dans le bilan d'une consultation d'allergologie médicamenteuse. Celle-ci également concerne 26% des réactions d'hypersensibilité positives. Donc, les anti-inflammatoires peuvent être classés de différentes façons en fonction de leur effet pharmacologique COX-1, COX-2, de leur structure chimique et de leurs propriétés pharmacocinétiques. Cette classification est très importante puisque nous verrons par la suite que la stratégie diagnostique et thérapeutique du syndrome de Fernand-Vidal repose sur ces classifications. Il existe
2 isoformes de COX, donc la COX-1, dont le chef de file est l'aspirine, à ne pas méconnaître également le paracétamol et faiblement COX-1 également, et les COX-2 qui sont répartis en 2 entités, préférentielles avec les oxycames et les sélectifs avec les coxibes. Donc les COX-2 sont arrivés vraiment 20 à 30 ans après les COX-1, décrits comme une efficacité similaire aux anti-COX-1 avec une meilleure tolérance gastrique. Première classification, donc les anti-inflammatoires sont classifiés en fonction de leur structure chimique. Cette classification est extrêmement importante car les anti-inflammatoires d'une même structure chimique peuvent entre eux agir comme des antigènes susceptibles d'induire une réponse immunitaire spécifique du médicament. Chez les maladies de Pfeiffer-Vidal, ils ne tolèrent aucune classe, aucune structure chimique, alors que les patients allergiques aux anti-inflammatoires ne tolèrent pas une structure chimique, mais tolèrent les autres. La grande différence. Rappelons très rapidement, je reviens très rapidement sur la physiopathologie, juste pour vous dire que le mécanisme du syndrome de Pfeiffer-Vidal n'est pas IgE-médié. Il existe 2 voies métaboliques qui interviennent dans le métabolisme de l'acide arachidonique. La première est celle de la cyclooxygenase qui induit la synthèse de prostaglandine, et la deuxième est la voie de la lipooxygenase induisant la production de leucotriène. Sur un terrain génétiquement susceptible, l'inhibition de la COX-1 par les anti-inflammatoires aboutit à un déséquilibre de la production des médiateurs de l'inflammation vers la voie de la lipooxygenase, responsable de l'effet bronchoconstricteur des maladies de Pfeiffer-Vidal. Donc maintenant, on a rappelé les définitions, les formes physiopathologiques. En pratique, comment ça se passe de façon clinique ? L'IACLI structure la prise en charge avec la description de 5 phénotypes décrits par Brodsky en 2011. Nous allons nous interroger sur le premier encadré de ce tableau, la présentation du Inside Exacerbated Rhinitis, qui est la maladie de Pfeiffer-Vidal, est d'apparition immédiate jusqu'à 3 heures après la prise d'anti-inflammatoires. Ce sont des réactions à manifestation respiratoire ou ORL chez les patients présentant un antécédent d'asthme ou de rhinosinusie chronique ou de polypose nasosinusienne. Il existe une cross-reactivity au sein de plusieurs structures chimiques d'anti-inflammatoires et le mécanisme n'est pas IgE-médié mais est lié à l'inhibition de la COX-1. De ce fait, dans votre interrogatoire, ce qui est important, c'est 3 points clés. Vous devez rechercher chez un patient qui présente une réaction aux anti-inflammatoires, il faut rechercher le type de réaction. Chez les maladies de Pfeiffer-Vidal ou les Inside Exacerbated Rhinitis, la réaction est respiratoire, bronchospasme, dyspnée, obstruction nasale, rhinorrhée. Deuxièmement, il faut demander si le patient présente des antécédents ou des arguments pour un asthme, ici, un asthme, une rhinosinusie chronique ou une polypose nasosinusienne, et il faut relâcher la réactivité croisée avec plusieurs anti-inflammatoires. Avec ces 3 éléments, vous posez votre diagnostic de Inside Exacerbated Rhinitis. Le diagnostic est clinique. Vous voyez que l'IACLI, donc je rappelle, l'IACLI est le groupe européen d'allergologie immunologie clinique. L'IACLI recommande de ne pas réaliser de tests cutanés aux anti-inflammatoires puisque le mécanisme n'est pas IgE-médié et les tests in vitro ne sont pas non plus réalisés en routine. A contrario, vous allez me demander mais comment est-ce qu'on fait la différence entre une réaction IgE-médiée et inhibée par la COX-1 ? Donc, les réactions IgE-médiées aux anti-inflammatoires sont des réactions également rapides après la prise anti-inflammatoire, mais sont rares et surtout décrites par les pyrazolés. En France, cette classe d'anti-inflammatoires pyrazolés a été retirée du marché depuis les années 2000. Les réactions allergiques aux anti-inflammatoires sont limitées à une seule et même classe de structure chimique d'anti-inflammatoires avec une bonne tolérance des autres classes, dont les tests cutanés à lecture immédiate sont positifs. Et lorsque vous faites votre test de provocation à l'aspirine, donc qui est votre test de provocation, votre classe, votre gold standard, celui-ci est négatif. Donc, nous avons vu les définitions du syndrome de Pfeiffer-Vidal, les formes physiopathologiques, vous savez comment diagnostiquer, c'est purement clinique. Maintenant, vous avez votre patient Pfeiffer-Vidal qui vient vous voir en consultation parce qu'il a une endométriose ou qu'il a des arthralgies et qui vous dit « Mais docteur, j'ai besoin vraiment d'un anti-inflammatoire parce que là, c'est plus supportable. »
Alors, les études se sont penchées sur la possibilité ou non d'introduire n'importe quels anti-inflammatoires. Vous observez que l'urticaire chronique spontanée, il est possible de réintroduire des anti-inflammatoires sous surveillance hospitalière. Toutefois, chez les patients asthmatiques, cela n'est pas possible. On ne peut pas réintroduire n'importe quel anti-inflammatoire car cela est très dangereux. Voici une brève revue de la littérature qui se sont penchés si on pouvait donner du paracétamol en toute sécurité chez les patients asthmatiques. Ils ont regardé 246 patients asthmatiques qui avaient un antécédent d'asthme et chez ces patients-là, 38 patients avaient un test de provocation positive au paracétamol, ce qui équivaut à 15%, 2 fois plus que chez les patients urticaires chroniques spontanés. Ce chiffre n'est pas négligeable. On ne peut pas conseiller le paracétamol en toute sécurité chez les patients asthmatiques. Il existe une réaction croisée entre le paracétamol et l'aspirine qui est rare, de l'ordre de 7%, et le risque est davantage augmenté lorsque le seuil à l'intolérance à l'aspirine est faible. Peut-on conseiller les anticoxeux préférentiels tels que les oxycam? Vous observez qu'il n'y a qu'un patient sur 78 patients asthmatiques avec un antécédent de réaction anti-inflammatoire qui a réagi. 1% seulement. Donc, les anticoxeux tels que les oxycam sont plutôt bien tolérés. Et qu'est-ce qu'on peut dire pour les anticoxeux sélectifs? Pareil, il n'y a aucun patient qui a montré une réaction positive au coxib. Donc, les coxibs sont une alternative sécuritaire chez les patients présentant un syndrome de Pherman-Vidal. Voici un algorithme thérapeutique pratique que nous utilisons au sein de notre service à l'hôpital de la Croix-Rousse. Chez les patients présentant un syndrome de Pherman-Vidal et qui ont une indication aux anti-inflammatoires, nous proposons de manière un test de provocation alternative au coxib. Si le patient n'a pas d'indication aux anti-inflammatoires, nous ne réalisons pas de test de provocation. Toutefois, si le patient ne présente pas de polypose nasocinienne, c'est-à-dire qu'il présente un asthme induit à l'aspirine sans PNS, sans polypose nasocinienne, nous réintroduisons les oxycam. Pourquoi les oxycam? Puisque les oxycam sont une classe d'anti-inflammatoires beaucoup plus pratique, puisqu'ils existent à la fois sous forme IV, topique, IM et Péros. Donc maintenant, vous savez que les anticoxeux sont plutôt bien tolérés chez les patients en maladie de Pherman-Vidal, mais comment ça se passe en pratique? Comment vous réintroduisez votre INS? Alors, l'intérêt de la reproduction d'un anti-inflammatoire chez les maladies de Pherman-Vidal a but de répondre à une question plus thérapeutique que diagnostique, nous allons y revenir tout à l'heure, en administrant progressivement, sous surveillance hospitalière, à 2 conditions: quand le médicament est important et qu'il est licite que le patient pourrait en avoir besoin. Chez qui? Donc chez les patients asthmatiques contrôlés avec un ACT supérieur à 20, un ACQ inférieur à 1,5, sans exacerbation dans les 4 dernières semaines, avec un VEMS supérieur à 70% de la théorique. Donc vous allez réintroduire chez les patients présentant un inside exacerbable respiratitis, vous allez réintroduire un anti-inflammatoire pour une multitude d'indications, que cela soit cardiaque, neurologique, gynécologique. La prise en charge doit être multidisciplinaire entre l'allergologue, le pneumologue et les spécialistes qui ont besoin de cet anti-inflammatoire pour poser et évaluer l'indication du test de provocation. Les études menées, alors pourquoi réaliser un test de provocation alternatif au coxib? Alors tout simplement parce que les études menées par Stevenson et la Scripps Clinique californienne ont montré que la valeur prédictive positive de l'interrogatoire aux anti-inflammatoires chez les patients asthmatiques s'élève de 65 à 97%. Ce qui signifie que chez les patients asthmatiques ayant présenté une histoire clinique de réaction avec un anti-inflammatoire, il y a 6 à 9 patients sur 10 qui vont redéclencher une réaction. L'interrogatoire est indispensable et exhaustif, puisque celui-ci peut être un facteur prédictif de tests positifs aux anti-inflammatoires. D'autres chercheurs sont allés encore un peu plus loin et qui ont publié dans le JSC que 89% des patients
sont sujets, donc patients syndrome de Fernand-Vidal, sont sujets à refaire une réaction aux anti-inflammatoires. Il est donc possible de réaliser d'emblée un test de provocation alternatif, par exemple à un anti-COX-2 tel que les coxines. Sur quels arguments? Donc là, comme je vous ai dit précédemment, la VPP de l'interrogatoire est élevée. L'effet pharmacologique coxin est dose dépendante. Vous savez que votre patient va tôt ou tard réagir. Cela sécurise le patient. Et l'expérience clinique, d'un point de vue pragmatique, nous fait faire une réintroduction fractionnée d'une alternative. Le patient, lorsqu'il vient nous voir en consultation, il a besoin d'un anti-inflammatoire parce qu'il a des douleurs. Il ne cherche pas à savoir s'il tolère ou pas. Il veut un anti-inflammatoire parce que, par exemple, il a des arthralgies, une endométriose ou une péricardite. Donc, vous répondez à une problématique thérapeutique et bien sûr, en moyen humain, en hôpital de jour, si 89% des patients réagissent, ce n'est pas possible, on est en manque d'effectifs médicaux et paramédicaux. Et l'allergologie, c'est aussi beaucoup de bon sens. En 2024, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tout point de neuf, comme on dit. Donc, il y a les nouvelles recommandations de la WOW, qui, je rappelle, est la World Allergy Organization, qui est l'organisation mondiale d'allergologie, ajoute 4 autres phénotypes en plus de ceux existants. Parmi eux, moi je vais surtout me focaliser sur le Mixed Inside Exacerbation Scoliosis, puisque c'est le sujet du topo. Cette entité est totalement nouvelle, puisqu'il existe des formes de bronchospasme exercées par les anti-inflammatoires chez les patients maladies de Fernand-Vidal associés à des symptômes cutanés et digestifs. Cette entité représente 20% des maladies de Fernand-Vidal, donc syndrome de Fernand-Vidal plus symptômes cutanés et abdominaux, médiés par la COX-1. Ils ne sont pas considérés comme une anaphylaxie, mais bien considérés comme une inhibition de la COX-1. Donc, et encore s'il y a des dermatologues dans la salle, il y a également le Mixed Inside Exacerbation Cutaneous Disease, c'est les patients qui ont une urticaire chronique spontanée une urticaire induite par les anti-inflammatoires chez des patients qui ont une urticaire chronique spontanée. Il y a également 30% de ces patients-là qui développent également des symptômes respiratoires sans que ce soit une anaphylaxie. Voici le schéma de la WOW dans les prochaines recommandations qui vont sortir en 2024-2025. Cette dernière diaporama représente l'extrême complexité de la prise en charge des réactions avec les anti-inflammatoires. Focalisons-nous sur la partie droite du schéma, montrant que chez les patients présentant une réaction respiratoire ORL aux anti-inflammatoires, une réaction respiratoire aux anti-inflammatoires, chez les patients qui présentent un antécédent d'asthme ou un antécédent de rhinosinusites chronique, lorsque le diagnostic clinique est certain, il n'est pas recommandé de faire de test de provocation à l'aspirine. Et à contrario, lorsque vous avez un doute, vous réalisez votre test de provocation à l'aspirine. Si celui-ci est positif, vous confirmez votre syndrome de Fernand-Vidal, et s'il est négatif, vous confirmez votre allergie aux anti-inflammatoires. Donc le test de provocation à l'aspirine est réalisé uniquement si doute. La clinique suffit. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.